Bonjour. Puisqu'il s'agit, dans ce dernier film de la série du printemps 2021, et avant de mettre en ligne notre site internet et publier nos ouvrages, d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce lieu commun selon lequel toute mise en cause de la version officielle de l'histoire de la Seconde Guerre serait à classer parmi les délires complétistes, je proposerai une fois de plus de revenir aux archives afin de révéler l'ampleur de ce complot international censé n'avoir jamais existé, mais qui aujourd'hui encore enchaîne la vérité. Un complot dont vous connaissez maintenant les aspects militaires, politiques et économiques, mais qui a tout aussi bien touché les historiens, les universitaires, les intellectuels et les médias, qui ont consciemment ou non contribué à crédibiliser la théorie officielle de l'illogisme. En effet, rien n'aurait pu se faire sans que ces grands prêtres de la religion d'État, État toujours au pluriel bien sûr, aient consciemment participé à la désinformation. Pourquoi consciemment? Tout simplement parce que, comme je l'ai démontré 1000 fois, tout était écrit depuis longtemps. De grands lanceurs d'alerte connus du plus large public, tels M. Francis Delézy ou Paul Allard, et même Anatole France, avaient depuis les années 1910 dénoncé le grand capital noir et ses projets. Je n'ai rien inventé, ni même déduit. Ils avaient déjà analysé les données économiques et impériales. Or, toutes ces informations ont été volontairement écartées du raisonnement, jetées dans les poubelles de l'histoire par ces porte-paroles de la version d'État. Ils n'ont pas fait le travail que leur charge leur imposait. Et vous comprenez bien sûr que je ne les porte pas dans mon cœur, car eux aussi, comme les politiques, ont oublié qu'en République et en démocratie, mentir, même par omission, n'est pas servir. Vous pardonnerez donc, j'espère, le ton que prendra ce dernier film, car, comme tous ceux qui tentèrent de dénoncer ce complot mondial sans être entendus, je suis excédé de cette atteinte à la liberté des peuples. De nos jours, on ne brûle plus les livres interdits. Pourtant, dans notre société hyper informée, rien n'est plus aisé que faire disparaître une vérité, tout simplement en l'occultant dans les médias. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les témoignages d'universitaires respectés, tels M. Jack Powell, professeur à l'université de Toronto, qui a longuement travaillé sur ce sujet brûlant de la responsabilité du grand capital noir, et que je connais bien depuis de nombreuses années. Il participera d'ailleurs avec quelques autres historiens révisionnistes, français, russes ou américains, au documentaire que je devrais pouvoir produire sur le sujet, en tout cas, si les grands censeurs nous laissent la parole. Comme tous les historiens, politiquement incorrects, il a dénoncé dès 2013, et dénonce toujours dans ses ouvrages, l'omerta imposée à la fois par les institutions, les éditeurs et les médias. Et je sais les innombrables tracasseries qu'on lui fait, même si le Canada a une position bien plus favorable par rapport à ses chercheurs. Autre exemple. Monsieur Anthony Sutton, économiste et historien d'origine britannique, chercheur à l'université de Stanford, où il a pu analyser les milliers d'archives concernant les responsabilités de Wall Street en provenance de la fondation Hoover. Puis, professeur à l'université de Californie à Los Angeles, l'UCLA, l'une des plus prestigieuses universités américaines où l'élite de la nation est formée. C'est lui, tout nom, date et chiffre à l'appui, qui a démontré dès les années 1960 la part prise par Wall Street dans l'arrivée au pouvoir des bolcheviks en Russie et d'Hitler en Allemagne. Puis les liens existants entre Wall Street et les grands trusts allemands et russes.
enfin l'étendue des responsabilités des plus hauts fleurons de l'industrie américaine dans le réarmement de ces deux pays. Car cet économiste de premier plan, tout comme ses collègues révisionnistes, eut également à subir d'innombrables pressions et menaces. Vous avez derrière moi quelques extraits du chapitre qu'il a consacré à ces tentatives d'intimidation. Ils vous permettront de comprendre la solitude terrible qui pèse sur tous ceux qui tentent de dire la vérité. Vous constaterez que tous les moyens dont dispose l'État ont été employés contre M. Sutton. Le fisc, la justice et bien sûr la rumeur, orchestrée par les médias politiquement corrects et les services secrets. Voilà pourquoi, et cela n'étonnera personne, le voici aujourd'hui, en 2021, soit 20 ans après son décès, et puisqu'il ne peut plus protester, présenté comme le chef de file des complotistes américains. Voici un exemple parfait de cette désinformation. Il s'agit de l'article à son sujet, actuellement en ligne, en 2021, sur l'encyclopédie Wikipédia, encyclopédie participative, bien connue par le fait qu'elle offre à chacun de pouvoir y intégrer un article de son cru, et anonymement. Or, celui-ci est particulièrement gratiné. Vous y lisez notamment en introduction qu'Anthony Sutton serait une figure historique du conspirationnisme. Puis vous constatez que la totalité de l'article est rédigée de manière totalement tendancieuse afin de laisser penser que les historiens les plus honnêtes et prestigieux partageraient cette analyse. Parmi eux, il cite d'une part M. Bernard Brunto, dont le domaine de compétences et les travaux n'ont rien à voir avec l'impérialisme américain, et qui, s'il cite parfois cet homme, le fait de manière tout à fait superficielle et sans jamais l'accuser de conspirationnisme. Et d'autre part, il cite M. Pierre-André Taguieff, excellent historien français, ayant parfaitement démontré les vices et intentions cachées des thèses conspirationnistes. Or, dans son ouvrage de référence, cité par l'auteur de cet article sur Wikipédia, et intitulé « La foire aux Illuminés », jamais M. Taguieff ne met en cause Sutton. Voici maintenant la référence donnée dans cet article. Il y est précisé que l'auteur y aurait lu un des documents annexes proposés par M. Taguieff. Il va même jusqu'à citer le numéro ISBN de cet ouvrage. Or, non seulement les pages 262 et suivantes ne comportent pas un mot sur cet homme, mais ce document annexe ne présente aucun argument susceptible de mettre en cause le bien fondé de ses travaux et conclusions. Bien au contraire, il est entièrement en sa faveur et insiste sur le sérieux des travaux menés et la validité des archives présentées par Sutton. Ainsi, mis à part peut-être la version élargie et diabolisatrice de la société Skull and Bones, qui est une société secrète américaine fondée à l'université de Yale et à laquelle ont effectivement appartenu et appartiennent toujours les principales figures de ce que j'appelle le grand capital noir américain. Cet article est une parfaite démonstration de la manière dont certaines personnes sont en charge de désinformer les peuples. Car quel intérêt aurait eu un particulier quelconque à mentir de manière aussi effrontée? Il est clair que ce fraudeur historique a profité de Wikipédia et du fait que la plupart des gens ne vérifient pas les références apportées pour salir la mémoire de M. Sutton. Malheureusement pour lui, moi, je lis. Et on s'étonnera bien sûr que je n'ai pas fait rectifier cet article. En réalité, c'est parce qu'il sert bien plus la vérité par ce mensonge qu'il ne la dessert. Puisqu'il suffit à chacun de taper le nom de Sutton sur Google pour constater
la fraude et la volonté de nuire. Et bien sûr, vous avez compris que le secret de famille ne tient plus maintenant. Que trop d'archives ont été ouvertes, trop de travaux menés et que les preuves s'accumulent. Vous avez compris également que devant cette évidence et le courage de ces chercheurs, les gouvernements s'énervent. Comme celui de sa très gracieuse majesté, dont nous savons qu'elle fut très irritée par les ouvrages de M. Martin Allen, concernant l'ex-roi Édouard VIII, qui, redevenu duc de Windsor, a offert les plans de défense français à Hitler. Ou encore ceux par lesquels il a décrit la duplicité de Churchill, Premier ministre, à l'égard des pays occupés lorsqu'il a dissimulé l'existence de la proposition de paix du Führer amenée par Rudolf Hess. Mais il y a eu pire encore. En effet, dans son dernier livre traitant de la participation essentielle d'Himmler, chef de la SS, au pillage de l'Europe en faveur du grand capital noir, M. Allen revient en détail sur les liens existants entre le grand capital noir, Wall Street, les paradis fiscaux et les nazis, lorsqu'il a fallu, pendant et après la guerre, mettre en sûreté le précieux butin. Et là, c'était l'erreur à ne pas commettre. Et voici qu'à la sortie de son ouvrage, il fut faussement accusé d'avoir ajouté des archives falsifiées à celles existantes, afin d'étayer son expertise, son étude, son travail. Accusation suivie avec enthousiasme par tous les historico-commerciaux français que nous connaissons et que vous trouverez sans difficulté sur Internet parce qu'ils sont bien connus pour avoir chanté les louanges de la splendide démocratie britannique, de sa famille royale et bien sûr de Churchill. Louanges, bien entendu, saluées par de nombreux prix littéraires, titres honorifiques et prébendes. Or, comment imaginer que cet historien reconnu mondialement par ses pairs pour son courage et son honnêteté intellectuelle ait pu risquer sa réputation et sa carrière en contrevenant de manière aussi stupide aux règles de sa profession? Comment imaginer qu'il ait pu jouer aux faussaires en se procurant du papier et des machines à écrire d'époque pour ajouter encore aux preuves qu'il produisait? C'est ridicule. Par contre, comment ne pas reconnaître la haute expertise des services secrets britanniques, spécialistes en faux et usages? Eux sont parfaitement outillés et motivés pour produire de tels documents et les glisser dans les archives que M. Allen consultait. Service que je mets au défi de relever mon accusation en prouvant le contraire. Car il faudrait pour ça qu'il démontre que le gouvernement de sa gracieuse majesté n'aurait eu aucun intérêt à détruire la réputation d'un historien aussi dérangeant. Donc, qu'il n'y a jamais eu trahison militaire française, et que le grand capital noir ainsi que le Parti européen britannique ne furent pour rien dans cette guerre. Enfin, que les ouvrages rédigés par les témoins, puis les meilleurs universitaires du monde, et allant tous dans le même sens que M. Allen, ne sont que foutaise. Ce qu'il devrait avoir beaucoup de mal à faire, si tant est qu'ils aient un jour l'honnêteté de les ouvrir. Quoi qu'il en soit, on comprend que les confrères de M. Allen prirent le parti de s'exprimer avec d'infinies précautions. Tel M. Julian Jackson, qui, dans un ouvrage collectif, osa affirmer, sous le titre « Étrange défaite française » ou « Étrange victoire anglaise », que le gouvernement britannique cherchait effectivement à conclure une paix séparée avant même l'attaque allemande. Soi-disant, puisqu'il n'y avait aucun moyen d'éviter la défaite. Soit le message commun, adressé par tous les membres du complot international au peuple ébahi de tant de culot. Et on ne s'étonne plus que la théorie du Blitzkrieg et de la toute-puissance de l'économie allemande, de l'aveuglement de tous les hauts commandements, etc., fut inventée de toutes pièces immédiatement après la guerre par M. Liddell Hart,
historien militaire britannique, et qu'elle lui amena tant de belles médailles de la part de tous les gouvernements concernés par le secret de famille et tant d'audiences médiatiques. Donc une belle fortune, un si grand talent, méritait bien reconnaissance. Et bien sûr, l'Angleterre et la France ne furent pas seules à participer au secret de famille de la toute-puissance de leurs institutions. L'Allemagne, principale complice des comploteurs de Vichy, puis de leurs successeurs, a su elle aussi fermement faire taire les audacieux qui tentèrent de dire la vérité. Prenons le cas de M. Julius Mader, dont les ouvrages m'ont grandement aidé au cours de mon enquête à y voir plus clair, notamment concernant la participation des services secrets allemands à la désinformation, avec le témoignage écrit du général Pickenbrock qui attesta qu'il n'y avait aucune 5e colonne allemande en mesure d'organiser toutes les trahisons constatées sur le terrain lors de la bataille de France, telles que déplacement des populations civiles, ponts sautés, ordre de retrait en série, assassinat d'officiers et autres chars fantômes. Voici ce qu'il rapporte des pressions qu'il eut à subir pour avoir publié ce document, dénonçant également les relations entre le Reich et les cartels du grand capital noir, tels Agfa, IG Farben, General Motors, Ford et autres assassins de masse qui, après avoir implanté leurs usines au cœur des camps de concentration, utilisaient les déportés pour accroître encore leurs faramineux bénéfices sans se soucier des milliers de victimes qu'ils provoquèrent. Il est dit textuellement que le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest, soi-disant démocratique, avait interdit à tous ses militaires et hauts fonctionnaires de lui fournir un quelconque renseignement ou une quelconque archive. Alors bien sûr, j'entends déjà les babilleurs de toute obédience affirmer que cet ouvrage de M. Mader était sans doute un instrument de propagande au bénéfice de l'Allemagne de l'Est. Et qu'il faut le resituer dans le contexte de la guerre froide avant de juger de sa validité. À ces experts accrédités, je voudrais rappeler que le sous-marin allemand n'est toujours pas coulé. En effet, concernant les relations privilégiées entre le Reich nazi et les démocraties à la sauce anglo-saxonne, il n'est pas vain de revenir sur un énième détail oublié. L'importance qu'eurent les services de renseignement de la Wehrmacht, non seulement au cours de la période hitlérienne, mais surtout après la guerre. Importance largement minimisée depuis en mettant en avant l'action des quelques officiers démocrates ayant lutté de toutes leurs forces contre le nazisme, tel l'amiral Canaris ou le major Oster. Mais à propos desquels il ne faut surtout pas oublier qu'ils furent responsables de l'exécution ou de la déportation de 1 300 000 résistants et sympathisants antifascistes dans 12 pays d'Europe, sans compter l'URSS. Ce sont ces dirigeants de l'Abwehr, rebaptisés anticommunistes pour les besoins du compte de fait officiel, qui furent soigneusement protégés après-guerre par le gouvernement américain, puis réinfiltrés au plus haut niveau de responsabilité de l'Allemagne de l'Ouest. Vous avez derrière moi une liste comportant le nom et les fonctions occupées par certains de ces hommes. Liste que j'ai produite dans le tome numéro 7 de ma série sur le grand mensonge du XXe siècle. Et tout cela se comprend, si l'on veut bien se souvenir que ces liens ne dataient pas d'hier, puisque ces hommes de l'Abwehr trouvèrent un appui inconditionnel auprès des plus hauts représentants de la haute finance internationale, tels Hermann Abs, devenu après-guerre président-directeur général de la Deutsche Bank et conseiller des chanceliers successifs de la République ouest-allemande, mais qui occupait en 1942, en tant que président du conseil d'administration de la Banque d'État et représentant de l'IG Farben, une quarantaine de postes de direction aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger. À ce titre,
Et en totale collaboration avec la Hermann Göring Werke, il exerçait une influence directe sur la minière du Sud-Est, sous contrôle de Göring, et la Continental Oil, sous contrôle de la Standard Oil de John Rockefeller. Aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Pologne, dans tous les États balkaniques et au sein du comité Russie, jusque dans les territoires occupés du Caucase, mettant des renseignements commerciaux et industriels obtenus par ses services d'espionnage au service de l'ABVEA. Nous pouvons donc affirmer que, sans crainte d'être contredits, que ces trusts sous contrôle américain et les services secrets allemands travaillèrent main dans la main tout au long de la guerre afin d'organiser le pillage de l'Europe. Voici d'ailleurs ce que le docteur Ilgner, ancien directeur du bureau NW7, en clair, service de la subversion, de l'IG Farben, et vice-président du comité économique d'Europe centrale, avoue de ses contacts avec l'amiral Canaris devant la commission d'enquête du tribunal de Nuremberg. Il dit textuellement que le département d'économie politique de l'IG Farben était le meilleur et le plus complet d'Allemagne. Et quelle meilleure source de renseignements pour repérer tous les biens encore pillables en Europe, puis d'organiser la mise sous tutelle de la plus grande puissance industrielle du continent. Ainsi, on comprend mieux pourquoi, en 2019, l'Allemagne semblait soudain découvrir que plus de la moitié des hommes politiques et des hauts fonctionnaires en poste dans les années d'après-guerre étaient des anciens nazis, très actifs. Signalons à ce propos, à l'attention du lecteur curieux, l'apparition en 2005 d'un ouvrage de plus de 700 pages rédigé par M. Ernst Klee, dévoilant la liste de milliers de nazis ayant obtenu après-guerre de hautes fonctions dans des multinationales ou au sein du gouvernement allemand. En réalité, chacun le sait, la liste des anciens nazis totalement inféodés aux libérateurs anglo-saxons et à leurs intérêts est impressionnante. L'unique crime de M. Julius Mader fut donc de les citer, alors qu'il aurait fallu les oublier. Tout comme il fallait faire disparaître du conte de fées le système Octagon, monté par Alan Dulles, toujours à la tête des services américains en Europe. Un système utilisant l'or volé au peuple d'Europe par les SS et auquel M. Martin Allen a eu le tort de s'intéresser. Rappelons donc, pour mémoire, que cette société écran fut créée en Suisse par le marchand d'armes Rudolf Ruschwey, un homme qui s'était fait connaître en tant qu'intermédiaire entre l'usine suisse Oerlikon, propriété d'Émile Burlet, déjà impliqué dans le réarmement secret de l'Allemagne dans les années 20, et qui produisait essentiellement des canons antiaériens vendus aussi bien aux Alliés qu'aux forces de l'Axe. C'est sous cette couverture que Ruschwey put organiser la fuite des capitaux nazis vers les paradis fiscaux et les comptes offshore du grand capital noir, après la guerre. Ce système hors contrôle des démocraties put donc librement rétablir les liens avec les Américains par l'intermédiaire de l'incontournable Alan Dulles, qui recruta immédiatement les anciens nazis dont il avait besoin dans le cadre de la très juteuse guerre froide qui s'annonçait. La société Octagon Trust, officiellement spécialisée dans la gérance des fortunes et l'import-export, fut également chargée d'organiser la fuite des criminels de guerre, spécialement en Amérique du Sud, où ils serviront à nouveau le grand capital noir en fomentant à sa demande et avec la CIA les révolutions spontanées nécessaires au renversement des gouvernements trop républicains. Enfin, puisant toujours dans le trésor de guerre nazi mis à l'abri dans les coffres suisses, le réseau Octagon monta un nouveau trafic d'armes pour réarmer l'Allemagne, puis donna tous les moyens financiers à la CDU
pour faire élire son candidat, M. Konrad Adenauer, à la chancellerie, afin de conduire la guerre froide. Et l'on comprend mieux pourquoi Adenauer replaça au plus haut poste de commande des hommes tels Reinhard Gehlen, officier de liaison personnelle en mai 1940 entre le Feldmarschall von Brauchitsch et le général von Kleist, donc un homme qui ne pouvait qu'être informé de la trahison des amis français pour faire de lui le chef des services secrets de l'Allemagne de l'Ouest. Apparemment, M. Adenauer savait où placer sa confiance. Heureusement, tous ces historiens ont défié les lois non écrites. Et grâce à leur travail précis et obstiné, nous avons été en mesure de tirer tous les fils reliant entre eux les différents piliers du mensonge d'État. Ce qui nous donne le droit, aujourd'hui, de qualifier les auteurs que j'ai dénoncés dans tous mes ouvrages de négationnistes. Au même titre que ceux qui tentent de réhabiliter Hitler ou de nier les crimes des nazis, il apparaît aujourd'hui, à la lecture des archives, que leurs écrits sont entachés de la même mauvaise foi et procèdent de la même perversité intellectuelle. Ils servent donc une cause déterminée et doivent être jugés pour ce qu'ils sont, des faussaires. L'autre instrument des États en charge de maintenir les secrets de famille fut la justice. Car tout historien ou éditeur susceptible de dénoncer certains mensonges historiques s'expose aux aléas de procès en diffamation. Procès intenté soit par le mis en cause, soit par ses descendants. Procès dont l'issue ne fait généralement aucun doute, puisque les juges, n'ayant aucun moyen d'appréhender par eux-mêmes la qualité des écrits du contestataire, nomment des experts en la matière. Des experts faisant bien entendu autorité au plus haut niveau de l'armée et de l'État, et reconnus par tous ceux qui leur octroyèrent les distinctions et prébendes garantes de la qualité de leur expertise. Et la boucle est bouclée. Voici l'accusé livré à l'appréciation d'experts qui ne sont autres que ceux qui l'accusent. La véritable question et l'unique solution à ce dilemme est donc de demander au peuple de statuer sur la légitimité de ces tribunaux civils. Car existe-t-il, hors la loi Guessot, se rapportant aux crimes de déni de l'Holocauste et autres thèses niant les crimes de guerre nazie, existe-t-il un seul article de loi permettant à un quelconque juge civil de statuer sur la validité d'une thèse historique portant sur un aspect quelconque de ce conflit, qu'il soit militaire ou économique? Et la réponse est connue de tous les juristes. Aucune. Ainsi, où est l'autorité de la loi en ce cas précis? Surtout que le débat se complique et qu'il demanderait des mois d'audience, car la vérité avance. Partout, les historiens sortent de nouvelles archives, de nouveaux chiffres, de nouveaux noms. Elle est en route et plus personne ne l'arrêtera. Elle nous permet de comprendre les motivations profondes des comploteurs français, ce qu'évidemment tant de monde voudrait ne pas entendre, y compris la corporation des juges, sans doute. Car n'oublions pas qu'après la défaite et la chute de la République, un seul membre de cette très respectable profession démissionna du tribunal de Paris pour ne pas servir Vichy et avoir à condamner les authentiques résistants. En réalité, tous ceux qui savaient se sont tus et ne veulent pas entendre le fin mot de cette affaire, alors qu'il est très simple. En effet, si l'on veut bien replacer au centre de notre réflexion le fait que les comploteurs de 1939-1940, ainsi que les républicains qui les couvrirent de leur silence, connaissaient tous les enjeux que nous avons évoqués, qu'ils savaient parfaitement que l'Allemagne, la Russie comme la France étaient engagés dans un jeu suicidaire. Comment ne pas conclure
qu'ils auraient choisi de préserver la France d'un nouveau carnage, de se retirer du jeu afin de laisser les anglo-saxons régler seuls le problème qu'ils avaient si bien su générer au sein de l'Europe en formation. L'essentiel étant de préserver la France et son empire de toute nouvelle destruction. Et si possible, d'en tirer un bénéfice substantiel par le démembrement de l'Empire britannique. Et d'ailleurs, si l'on se pose la question, quel autre choix avaient les Républicains, alors que le plan Gamelin, incluant le piège, avait été saboté par quelques officiers cagoulards? Ainsi, nous y sommes enfin. Cette série d'ouverture est maintenant terminée. Ces 28 films, et par-dessus tout, les premiers livres concernant la trahison militaire, vous ont offert les réponses attendues, en tout cas au moins une première ébauche. Et bien sûr, vous savez tout aussi bien que moi que cette théorie du complot devra être étayée d'autant d'archives et de témoignages que le fut celle de la trahison militaire. Car les États et les grands intérêts menacés chercheront à la combattre. En deux mots, qu'il faudra bien que j'apporte d'autres preuves. En cela, je vous rassure, les 7 tomes suivants de la série Le Grand Mensonge du XXe siècle concernant ce complot du Grand Capital Noir sont déjà en cours d'écriture. Idem pour les livres des historiens qui eux aussi se sont penchés sur ce complot après révélation de la trahison militaire. Et cela a sans doute été la part la plus importante de mon travail de recherche durant ces 11 années, car la trahison militaire était évidente. Bien sûr, il faut le temps d'écrire, et il s'écoulera sans doute 2 ou 3 ans avant que je puisse reposer ma plume, mais vous l'avez compris, l'essentiel est acquis. J'ai pu vous faire comprendre que tout est logique, que tout se tient dans ce complot, depuis la trahison militaire jusqu'aux enjeux impériaux, en passant par toutes les contraintes de l'économie. Qu'aucun miracle, aucune fatalité n'ont été à l'œuvre pour amener ces destructions massives, ces assassinats en série. Vous avez sans doute admis que seule la propagande a pu aveugler les peuples, déjà déstabilisés par tant de ravages en un demi-siècle. Et c'est bien là l'essentiel. Il ne vous reste donc plus qu'à acheter les ouvrages à paraître et, en attendant, à vous poser les bonnes questions. Combien de temps encore allons-nous mettre avant d'accepter à la fois de remettre en cause notre vision du monde de demain à partir des leçons de l'histoire, mais également d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette course sans fin à la croissance, afin de gérer enfin, dans la paix, les acquis que nous apporte la science et le sacrifice de nos anciens. La réponse à ces 2 questions, vous êtes les seuls à l'avoir. Pour ce qui nous concerne, nous allons continuer à vous apporter les preuves et sans doute à nous mettre en colère. À bientôt, donc, peut-être, si vous le voulez bien.